bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler du château de Versailles. Et on va donc, bien sûr, parler d'histoire de France, sous Louis XIV et ses successeurs, mais aussi de la petite histoire, celle de la vie à la cour, dans ce qui était et qui reste un des plus grands châteaux du monde. On va parler d'architecture, d'art décoratif aussi, et comme toujours, j'espère que ça va vous intéresser et vous détendre. Alors pour commencer, et avant de parler du château proprement dit, il faut se poser une première question primordiale, qui est de savoir pourquoi Louis XIV a décidé de construire un édifice aussi extravagant et aussi cher au milieu de nulle part, puisqu'à l'époque, la ville de Versailles n'existait pas encore. Et les très grands édifices, l'architecture spectaculaire pour les rois autrefois, pour les puissants et sans doute encore aujourd'hui pour les États, pour les entreprises, c'est avant d'être quelque chose de fonctionnel, une façon de communiquer, de s'affirmer, d'envoyer un message au reste du monde sur ce qu'on est et sur ce qu'on veut être. Et Versailles correspond extrêmement bien à cette définition, puisque Versailles n'a pas été construit pour être un lieu agréable ou joli. On verra d'ailleurs que agréable, il ne l'était sans doute pas tellement. Mais avant tout, Versailles est un projet qui correspond à des visées politiques. Et c'est pour ça qu'il faut un peu parler de l'état de la France, de son histoire, avant que Versailles ne soit construit. Comme vous le savez sans doute, Versailles c'est avant tout le projet, la vision du roi Louis XIV, qu'on commencera à appeler le roi Soleil quelques années après le début de son règne et après ses premières conquêtes. Et avant tout, Versailles est pour lui un outil pour affirmer le pouvoir royal à l'intérieur du royaume de France, et en particulier contre la noblesse. Pour le comprendre, il faut remonter encore des siècles en arrière, au Moyen-Âge, pour voir comment s'organisait, fonctionnait la monarchie française. Dans un contexte qui était celui de la féodalité au Moyen-Âge, le roi de France était comme au sommet d'une pyramide, avec des grandes familles nobles qui lui prêtaient allégeance, un lien de vassalité, et qui elles-mêmes avaient leur propre pyramide, cascade, de liens de vassalité en dessous. Et le roi n'administrait directement qu'un tout petit territoire, surtout au Xe et XIe siècle, quand les premiers rois capétiens ont commencé à régner, un petit territoire centré autour de Paris. Et ce sont ces grandes familles nobles, les comtes de Toulouse, les ducs d'Anjou, de Champagne, de Flandre,
Et pendant des siècles, une des clés de lecture, un des axes de la politique royale menée par les Capétiens a été d'affirmer leur pouvoir contre ces grandes familles nobles, parfois en les utilisant, en jouant les unes contre les autres, avec des périodes de renforcement du pouvoir royal où les territoires gérés par le roi se sont agrandis. Par exemple au XIIIe siècle, avec des rois encore connus aujourd'hui, comme Philippe le Bel, Louis IX, Saint-Louis, Philippe Auguste, avec aussi des périodes de recul, d'affaiblissement du pouvoir royal, par exemple pendant la guerre de Cent Ans, mais de manière générale, pendant des siècles, les rois ont affirmé leur pouvoir en centralisant de plus en plus l'administration du royaume, en levant des impôts directement dans l'ensemble du royaume, en créant une armée permanente qui apparaît seulement à la fin de la guerre de Cent Ans, au XVe siècle. Et malgré ce renforcement du pouvoir des rois contre la noblesse, la tension est restée permanente. Certains rois ont joué un rôle particulièrement important dans ce processus, notamment Louis XI au XVe siècle, et c'est également la politique suivie par Louis XIII et son ministre Richelieu, le prédécesseur de Louis XIV, qui continue cette politique de renforcement de la monarchie à l'intérieur du royaume. Mais les tensions n'ont jamais complètement disparu et régulièrement, des nobles reprenaient l'initiative et cherchaient à, sinon contrôler la monarchie, du moins à mener leur politique de façon indépendante. Et quand Louis XIV était encore un enfant, au début des années 1650, une révolte des nobles, qu'on a appelée la Fronde, a eu lieu, et à cette époque, la régence du royaume, parce qu'il n'était pas encore en âge de régner, était assurée par sa mère, Anne d'Autriche, dont le pouvoir était fragilisé contre les grandes familles nobles, et Louis XIV a été contraint d'évacuer Paris. Il vivait dans les premières années de sa vie au Palais Royal, qui est près du Louvre, qui existe encore aujourd'hui, et il aurait été fortement marqué par cet épisode, même si la révolte des nobles a ensuite été contrôlée. Qu'il ait été marqué ou pas par cette fuite de Paris, avant d'occuper véritablement le trône, il a en tout cas parfaitement compris que pour être maître dans son royaume, il devait définitivement éliminer la capacité d'initiative et la puissance de ces grands nobles du royaume de France. Et pour mieux les contrôler, il a l'intuition, l'idée de les faire vivre avec lui, proches de lui, pour éviter qu'ils puissent, dans leurs provinces respectives, commencer à imaginer reprendre plus d'indépendance. Versailles va être une sorte de machine de guerre de Louis XIV contre cette volonté d'indépendance des nobles, et ce sera un grand succès puisqu'à partir de la construction
de Versailles et l'installation de la cour dans ce château, il n'y aura plus jamais en France de révolte nobiliaire contre le pouvoir royal. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais c'est là qu'on peut voir aussi une ligne directrice de l'histoire de France qui traverse des siècles d'histoire et qui explique également beaucoup de la culture politique, administrative de la France actuelle. La France comme État et ensuite comme nation, c'est une véritable construction d'abord des rois de France qui ont pendant des siècles, de façon opiniâtre, augmenté leur territoire, affirmé leur pouvoir. Et cette politique, elle ne va pas s'arrêter avec la monarchie, puisque après la Révolution française, elle va même être amplifiée. L'administration sera toujours plus centralisée. Les lois, qui sous l'Ancien Régime pouvaient rester différentes d'une région à l'autre, vont être énormément remises à plat et uniformisées. Et cette politique administrative va même être augmentée d'une politique culturelle sous le Second Empire et la Troisième République, avec une politique très volontariste d'unification culturelle de la France. On va faire tout ce qu'on peut pour faire disparaître les langues régionales, pour fabriquer le plus possible une identité française qui se substitue au particularisme de chaque région. Et ça permet de comprendre certaines particularités françaises quand on compare la France à ses voisins. Par exemple, le fait qu'il existe des accents régionaux en France, mais ils sont presque insignifiants, très limités par rapport à ce qui peut exister en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni ou en Italie. Les identités régionales sont également beaucoup plus faibles. Il y a quelques régions comme la Bretagne ou l'Alsace ou la Corse qui ont gardé une identité locale plus marquée, où il existe encore des mouvements régionalistes, mais leur portée, leur ampleur est en fait très faible par rapport à ce qu'elle est en Espagne, au Royaume-Uni avec l'Écosse, en Italie même, ou en Allemagne, qui est un pays beaucoup moins centralisé que la France. Dans la culture politique française aussi, l'État occupe une place très particulière parce que, contrairement à d'autres pays, la France est un pays qui a été construit lentement, progressivement, pendant des siècles, par son État, incarné par des rois déjà, puis par une république, mais en poursuivant à certains égards la même politique d'intégration, d'unification du territoire. Quand vous comparez cette histoire avec celle de l'Allemagne ou de l'Italie, qui se sont unifiées au XIXe siècle seulement, vous voyez tout de suite la différence de culture politique qui peut en résulter. Bon, c'était une digression un peu longue, donc on revient au XVIIe siècle avec le règne de Louis XIV, et comme je vous l'indiquais, la construction de ce château est déjà, peut-être avant tout, une manière pour lui d'affirmer son pouvoir
à l'intérieur du royaume en contraignant les nobles à venir vivre à ses côtés dans ce domaine, selon des modalités dont je vous parlerai un peu plus tard. Mais les visées intérieures ne sont pas le seul objectif du château de Versailles. Il y a aussi une volonté d'affirmation vis-à-vis du reste de l'Europe. Parce que malgré les troubles intérieurs de la Fronde pendant l'enfance de Louis XIV, il hérite en fait d'un royaume qui est en très bonne position au niveau européen. Alors, pourquoi? Parce qu'au XVIe siècle, la France avait été largement éclipsée, d'une part par les guerres de religion qui ont créé des troubles intérieurs importants, mais aussi, surtout, par l'ascension fulgurante des Habsbourg et de l'Espagne comme première puissance européenne. Les Habsbourg, c'est une famille, une dynastie originaire d'Autriche qui, à partir du XVIe siècle, va également régner sur de très grands territoires en Europe, sur l'Espagne, sur le duché de Bourgogne, et la Bourgogne n'était pas limitée à la région actuelle de Bourgogne, elle incluait également la Belgique et une bonne partie des Pays-Bas actuels, sur le sud de l'Italie, le royaume de Naples, et sur l'empire colonial que l'Espagne commence à constituer en Amérique et ensuite en Asie, après les découvertes de la fin du XVe siècle, et notamment avec un souverain qui est Charles Quint, Charles V de Habsbourg, qui va à lui tout seul régner sur tous ces États. La famille de Habsbourg va s'imposer comme la puissance dominante de l'Europe et sans doute même du monde à cette époque, entraînant une rivalité forte avec la France qui va au XVIe siècle très peu réussir à la France, puisque le roi François Ier va être battu de façon assez douloureuse par les Habsbourg. Mais à partir du XVIIe siècle, la France revient en force parce qu'elle est sortie des guerres de religion et parce que la famille des Habsbourg s'est scindée en deux branches, une qui règne sur l'Espagne, l'autre sur l'Autriche. Les Habsbourg rencontrent également des problèmes aux Pays-Bas qui se sont révoltés et vont finir par obtenir leur indépendance. Et enfin, l'Espagne, qui avait été enrichie démesurément par l'or et l'argent des Amériques, reçoit de moins en moins de trésors venus de ces colonies, connaît plusieurs banqueroutes et tombe dans un état de déliquescence militaire qui va favoriser le retour de la France au premier plan. Et quand Louis XIV devient roi, il est désormais à la tête de l'État le plus peuplé d'Europe. On estime qu'à l'époque, la France a plus de 25 millions d'habitants, ce qui est énorme pour l'époque. C'est plus que tous ses voisins réunis. Elle est également relativement riche et prospère. Elle n'a pas connu de guerre sur son territoire depuis plusieurs dizaines d'années. Et c'est cet état en bonne santé relative
que Louis XIV va diriger avec toutes les cartes en main pour en faire la plus grande puissance européenne de son époque. Et Versailles doit donc être une sorte de manifeste, un symbole de la puissance du roi de France qui va montrer à la fois à son propre peuple et à l'extérieur le rayonnement de Louis XIV. Dans la conception de Louis XIV, pour remplir ce rôle politique, diplomatique aussi, Versailles va être le lieu où le pouvoir va être mis en scène, presque comme une scène de théâtre, avec un apparat extrêmement brillant, une décoration extérieure, intérieure, des jardins spectaculaires qui vont être le décor dans lequel le pouvoir personnel qu'il détient va s'exposer. Et il ne le fait pas simplement par vanité ou par goût de l'apparat, même si il n'en manquait sans doute pas, mais aussi avec ce calcul politique en tête. Et c'est avec cette vision qu'il va, à partir presque de rien, construire ce palais gigantesque. Mais quand Louis XIV monte sur le trône de France, il n'est qu'un enfant au début. Louis XIII meurt quand Louis XIV n'a que 4 ans. La régence va être assurée par sa mère, Anne d'Autriche, et le gouvernement par Mazarin, le cardinal Mazarin, jusqu'à ce que Louis XIV, un peu avant la mort de Mazarin, décide d'exercer lui-même le pouvoir et quelque temps plus tard lance les travaux de construction du château. À cette époque, il existait déjà un premier château qui avait été construit par son père, Louis XIII, sur le domaine de Versailles, dans une zone en partie marécageuse. Et ce petit château de Louis XIII, qui servait de relais de chasse, on pouvait y dormir en allant chasser, et Louis XIII appréciait ce lieu, va être la base du château de Versailles actuel. Et d'ailleurs, le château de Louis XIII ne va pas être détruit, il va être enveloppé, absorbé par le déploiement du château qu'on connaît aujourd'hui. Il y aura plusieurs campagnes de construction. La première commence en 1664. Louis XIV est né en 1638, donc il a 26 ans quand les premiers travaux sont lancés, et il s'entoure assez rapidement d'artistes et d'architectes qui avaient travaillé pour Fouquet. Fouquet, c'est une histoire que je raconterai peut-être une autre fois dans une vidéo parce que je suis en train d'avancer vraiment très lentement. C'était un ministre, homme d'affaires et mécène qui avait connu une ascension sociale spectaculaire à la fin du règne de Louis XIII et pendant l'enfance de Louis XIV, et qui a notamment fait construire le château de Vaux-le-Vicomte en région parisienne. Et les architectes de Vaux-le-Vicomte, les décorateurs, ceux qui ont conçu les jardins, sont des artistes comme Le Vau, Le Nôtre,
Lebrun, des noms qui vont totalement marquer le style et le goût de l'époque de Louis XIV, par des ajouts successifs qui vont s'étaler sur plus de 40 ans, plusieurs campagnes de construction. Le château va progressivement adopter son apparence actuelle. Il y a aussi un effort énorme de décoration qui est réalisé à l'intérieur, beaucoup inspiré à l'époque par le goût italien. Par exemple, la Galerie des Glaces, qui est une des pièces les plus célèbres de Versailles, est directement inspirée des palais romains ou napolitains de cette époque. Et les jardins également font l'objet d'une très grande attention. Les travaux de terrassement, d'assèchement, des marais, d'irrigation également, pour remplir les bassins et faire fonctionner les fontaines. Tout ça fait de Versailles un chantier gigantesque, très long, où vont travailler des dizaines de milliers d'ouvriers et qui vont pendant plusieurs décennies absorber une part importante des dépenses de l'État. À la fin des années 1670 et dans le courant des années 1680, la cour s'installe de plus en plus souvent à Versailles. Elle va finir par s'y installer définitivement, et c'est là que se met en place tout le rituel de la cour de Versailles, avec une étiquette très stricte, en grande partie définie par Louis XIV, et dont toute la philosophie, toute l'idée est justement de mettre en scène le pouvoir du roi et également de contrôler la noblesse en lui offrant, dans le cadre de Versailles, un lieu prestigieux où elle peut séjourner et où le plus grand des honneurs ou des prestiges est de côtoyer le roi. Et ce roi, Louis XIV, mène une existence en très grande partie publique. Sa chambre est ouverte et on assiste à ces rituels quotidiens du lever, de l'habillage, du coucher. Ces repas sont également publics. Et Versailles est non seulement le lieu où le roi se donne en spectacle, mais également où, depuis lequel il gère son royaume et toutes les affaires. Les ministres y sont installés, toutes les grandes décisions y sont prises, et c'est à partir de ce château que toute l'impulsion qui anime le royaume de France doit partir. Symboliquement, les appartements du roi sont placés très exactement au centre du château, et ça illustre bien cette idée selon laquelle tout le pouvoir émane du roi, et Versailles doit être l'écrin, le lieu exceptionnel duquel tout doit procéder. Le règne de Louis XIV se termine moins bien qu'il n'a commencé. Il se termine par une très longue et indécise guerre, la guerre de succession d'Espagne, qui prend fin en 1714. Louis XIV va mourir l'année suivante, en 1715. Ensuite, il y aura une régence et le règne de Louis XV
qui lui aussi va être un règne très long. Sous Louis XV, la cour reste également à Versailles et l'ambiance change quelque peu parce que Louis XV se soumet beaucoup moins que son aïeul Louis XIV à l'étiquette et à ce rôle de représentation permanente. Lui va adopter un style de vie plus privé avec des appartements réellement réservés à lui-même et à son cercle le plus restreint. Mais une étiquette très stricte va quand même continuer à régner à Versailles. Et pendant le règne de Louis XV, la France va garder ce rôle, cette influence centrale en Europe, même si elle est de plus en plus attaquée ou partagée avec d'autres pays, notamment avec l'Angleterre, avec l'Autriche, avec le royaume de Prusse. Et même si de l'extérieur, le château ne change plus beaucoup, la décoration de certains salons, une grande partie de l'ameublement va être changée pour être adaptée au goût du jour. Le style sous Louis XV était un peu plus léger, quelque part plus frivole que sous Louis XIV. C'est également à l'époque de Louis XV qu'un opéra va être ajouté au château. Et enfin, sous Louis XVI, d'autres aménagements, mais relativement mineurs, notamment la construction du hameau de la Reine pour la reine Marie-Antoinette, vont être réalisés dans le parc. Et également, du mobilier va être changé pour là aussi moderniser l'intérieur du château. Ce qui par contre va rester une constante de Louis XIV à Louis XVI, c'est la concentration de la cour autour du roi dans le château de Versailles jusqu'à la Révolution. Et autant on imagine aujourd'hui des conditions de vie magnifiques dans un cadre exceptionnel, autant c'était assez vrai pour la famille royale et quelques nobles de très haut rang, mais pour la très grande part des habitants du château de Versailles, qui se partageaient plus de 300 appartements réservés à des nobles, les conditions de vie pouvaient être assez éloignées de l'image qu'on se fait du luxe. Beaucoup de nobles, pourtant des gens importants socialement, et pour certains d'entre eux très riches, vivaient dans des appartements de 1 ou 2 pièces et devaient en rendre les clés quand ils quittaient le palais. Certains d'entre eux, quand ils le pouvaient, ont d'ailleurs acheté des maisons dans la ville de Versailles qui commençait à émerger autour du château pour pouvoir résider dans des conditions plus agréables, et ils utilisaient leur appartement à Versailles comme une sorte de pied-à-terre pour leur représentation. C'était aussi un endroit où le faste et l'extrême richesse côtoyaient parfois des aspects très vulgaires, très sales ou négligés. Jusqu'au règne de Louis XV, il n'y avait pas de système de toilette, par exemple, et en dehors des parties publiques les plus fréquentées, le château était constamment très sale. Il devait être nettoyé par une véritable armée de serviteurs.
la décoration aussi, l'esprit de l'époque faisait que seules les parties visibles étaient soignées. Donc derrière des appartements très richement, magnifiquement décorés, on avait des portes qui débouchaient sur des couloirs extrêmement simples, utilisés par les serviteurs. L'arrière même des meubles, pourtant parfois de grand luxe, était complètement négligé. Et c'est dans ce côtoiement de luxe et en même temps de négligence que la cour va vivre pendant plus d'un siècle. Le rang qui était occupé aussi à la cour par les nobles était quelque chose d'extrêmement important pour eux. Il était avant tout déterminé par la naissance, c'était l'Ancien Régime, mais aussi par la capacité à séduire le roi ou des personnages influents, par l'esprit, un peu par la richesse, et il y avait une compétition constante de la part des courtisans pour s'attirer les faveurs du roi et briller dans un exercice qui peut nous paraître totalement vain, inutile et même absurde, mais qui, pendant des décennies, a représenté véritablement un moteur dans cette cour de Versailles. Tout ça va prendre fin brutalement avec la Révolution française, puisque rapidement après les événements de juillet 1789, la cour quitte Versailles et n'y reviendra plus jamais. Et c'est peut-être aussi pour ça que Versailles nous est parvenu quelque part comme un témoignage de la fin du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, gardé presque intact. C'est qu'ensuite le château sera peu occupé et ne sera pas modifié pour être réadapté au goût du jour. Il va quand même resservir à l'époque de Napoléon. Napoléon va, pour un certain laps de temps, installer sa cour non pas dans le château de Versailles, mais au Trianon, qui était un palais, qui est un palais plus petit dans le parc de Versailles. Il va également servir après la chute de Napoléon pour des réunions de parlement au XIXe siècle, et il va encore occuper un rôle symbolique. Par exemple, en 1871, après la victoire de la Prusse contre la France, l'Empire allemand, la fondation de l'Allemagne réunifiée par la Prusse, va être proclamé à Versailles, ce qui est tout à fait symbolique. C'est en vainquant la France que la Prusse a assis définitivement sa légitimité à unifier l'Allemagne, et en choisissant ce qui avait été le lieu du pouvoir à l'époque de la grandeur de la France après-révolutionnaire, la Prusse et son chancelier Bismarck montraient assez clairement ce nouveau rapport de force. Également, après la Première Guerre mondiale, c'est par le traité de Versailles, signé également au château, qu'est réorganisé le système des frontières en Europe, du moins pour la partie de l'Allemagne, et le paiement des indemnités. Et là encore, il y a une volonté de revanche symbolique en choisissant Versailles comme le lieu où cette paix est signée. Depuis les années 1830, donc bientôt 2 siècles, la
le château de Versailles a été transformé en musée et aujourd'hui c'est un des lieux touristiques les plus populaires et fréquentés de France. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire et comme toujours, ça n'est de toute façon qu'une introduction au sujet en espérant que ça vous donne envie d'en savoir plus. Mais quoi qu'il en soit, j'espère comme toujours que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt. Au revoir.